Chers internautes, à nouveau sur ce deuxième débat de la journée avec Dr Ahmad Baba Ahmad, président du parti UFDR, et M. Assile Kalata, premier vice-président de l'UFDD et porte-parole. Il est aussi membre du comité ad hoc. Il sera question de la création du poste de la vice-présidence et maintenir aussi la primature. Nous avons aussi la prolongation du mandat du président du Conseil militaire de transition à 24 mois. Et ce sont ces questions qui vont être débattues. Monsieur Ahmad Baba Ahmad, alors êtes-vous pour la prolongation de 24 mois de la transition? Honnêtement, je ne suis pas pour parce qu'on ne m'a pas donné d'éléments d'appréciation. On ne m'a pas dit pourquoi est-ce que c'est 24 mois et non 12 mois ou 36. Donc je pense que le comité ad hoc devrait quand même donner des explications techniques, pratiques, et on les aurait attendues dans ce sens. Parce que 2 ans pour moi, c'est un peu, excusez-moi le terme, un peu fictif, parce que je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Donc quand je n'ai pas d'éléments d'appréciation fournis par le comité ad hoc, je ne peux pas me prononcer sur les 2 ans. Mais j'ai ma propre lecture de la chose, qui est basée sur des raisons techniques et pratiques. Donc 2 ans, je ne peux pas me prononcer par rapport à cela. D'accord. Monsieur Assile Kalata, monsieur Ahmad Baba Ahmad n'est pas convaincu par rapport aux arguments que vous avez avancés parce que vous êtes membre du comité ad hoc. D'abord, il n'y a pas... Merci de m'avoir donné la parole. D'abord, il n'y a pas tellement d'arguments pour étayer exactement la décision et la proposition plutôt qui a été faite. Au sein du comité ad hoc, nous avons tenu compte des réalités politiques, des réalités qui s'imposaient à nous pour pouvoir trancher. Il faut dire que sur les 24 mois dont ils contestent, il y a des partisans qui ont demandé plus que ça. Il y a des gens qui ont demandé 46 mois, d'autres 36 mois. Et la valeur en moins, c'était 18 mois. Moi-même, j'avais demandé moins que ça, 12 mois. Et puis, on est en démocratie. Quand on va au vote, en main levée, il fallait trancher, couper la poire en deux. Et donc, on s'est arrêté à 24 mois. On s'est dit pourquoi 24 mois. D'abord, tenant compte du contexte international. 24 mois, c'est vite fait. 24 mois pourraient absolument mettre en place les résolutions qui sortiront de ce dialogue. Et 24 mois permettront au président de transition de pouvoir mettre en place le mécanisme qui pourrait ouvrir la voie aux élections libres et démocratiques. Alors, si les 24 mois permettent au président de mettre tout ce mécanisme, la question de l'inéligibilité des membres du CMP pose problème. Monsieur Ahmad Baba, vous êtes parmi ceux-là qui ne sont pas d'accord que ceux-là se présentent. Pourquoi? Bon, s'il vous plaît, si vous pouvez permettre, je peux revenir sur la question du délai de 24 mois. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, parce que pour moi, cette question ne devrait pas être tranchée sous une forme simplement démocratique. C'est une question qui devrait se baser sur des données techniques réelles. Moi, j'aurais dit 12 mois dans le cas où la CENI actuelle et ses démembrements sont maintenus, organiser un référendum et un recensement et des élections, c'est possible. Dans le cas où l'actuel CENI et ses démembrements sont dissous, cela n'est pas possible en 24 mois. Parce qu'il faudrait d'abord organiser un référendum pour valider la Constitution. Alors, les 24 mois, c'est insuffisant pour vous? Oui, si on dissout l'actuel CENI, c'est insuffisant. Parce que techniquement, il faut d'abord mettre en place une CENI qui va organiser un référendum pour valider la Constitution. C'est sur la base de cette Constitution que les textes électoraux vont être élaborés avant d'organiser les élections. Alors maintenant, si on organise les élections, est-ce que vous êtes d'accord que l'actuel CMP se présente ou le PCP se présente aux élections constitutionnelles? Non, moi je le prends au mot. Les membres du CMT ont dit dans 18 mois, ils remettront le pouvoir à des civils. Ils ne doivent pas se représenter. Donc ils ont l'habitude
de nous dire que ils sont des officiers, ce qu'on appelle la parole d'officier, alors qu'ils respectent la parole d'officier. Monsieur Sile Kalata, vous êtes parmi ceux-là qui sont d'accord que les membres actuels du PCMT ou du PCMT soient éligibles aux élections post-transition. Je comprends, vous savez, tout le problème se résume à ça. Parce que tout le reste, c'est de l'achalandage et périphérique. Tout le problème aujourd'hui, des acteurs politiques, des présidents des partis politiques, entre autres, tout leur problème, c'était ça. L'inéligibilité de l'organe de transition actuel. Mais quel est le texte de loi qui leur interdit de ne pas se présenter? Est-ce qu'il y a un texte de loi? Non. Est-ce que quelque chose, quelque part, un écrit, quelque part dit que non, ils ne peuvent pas se présenter? Je n'en pense pas, je n'en ai pas lu. On ne m'en a pas présenté. À partir de ce constat, et tout le monde s'arc-boute sur le raisonnement qu'il avance. Ils ont donné leur parole, qu'ils s'en tiennent. Donc, on les rend prisonniers de ce qu'ils ont, ni plus ni moins. Maintenant, vous savez, en politique, il y a des contextes qui s'imposent aux hommes politiques, qui les amènent à changer de direction en cours de route. Ce n'est pas simplement propre au Tchad, partout ailleurs dans le monde. En France, où nous avons vécu, nous avons vu aujourd'hui un homme politique vous dire quelque chose, et demain, il vous dira autre chose en tenant compte du contexte. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui garantit que si il se présente aux élections post-transition avec un mandat de 6 ans renouvelable, qu'est-ce qui garantit qu'ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir? Là, on est hors contexte. Si on a demandé à ce qu'il y ait un mécanisme de verrouillage, que, en même temps, sortant de ces résolutions, il faudrait que le président élu ne puisse pas changer la mise en place de ces 6 ans renouvelables une fois, ni par référendum, ni par l'Assemblée, ni par lui-même. Donc, on prend à témoin le monde entier et l'opinion nationale sur ce cas-là. On va me renvoyer pour dire oui, mais on a laissé Idriss Déby le faire. Oui, Idriss Déby n'a pas été mis devant ses responsabilités en disant tu ne peux pas changer ni par l'Assemblée, ni par toi-même, ni par référendum. On l'a laissé faire. Il a fabriqué un référendum et puis il est passé. Mais dans le cas d'espèce, tout est verrouillé. Monsieur Ahmad Baba, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, ne prenons pas des décisions, ne rédigeons pas des textes juste par rapport à une personne. Rédigeons les textes pour l'intérêt national. Mais quand vous me dites... Non, dans le cas d'espèce, on n'a pas fait les textes par rapport à une personne. J'arrive. Oui. Parce que si vous remarquez, on ne parle que de l'éligibilité ou de l'inéligibilité du PCMT simplement. Alors que ça dit simplement que même le PM, même les membres du CNT ne peuvent pas être candidats. Alors que si. Donc, que si. On a dit que toute personne peut être éligible. Donc, il n'y a pas d'abstraction pour qui que ce soit. Alors, mais il y a un communiqué de l'Union africaine qui a été publié depuis hier, qui nous alerte déjà. Vous parlez à quelqu'un qui s'est toujours opposé à la communauté internationale en général. La communauté internationale, l'Union africaine, l'ONU, tout ce monde-là, quand le peuple est en détresse, ils sont où? Quand, par exemple, des présidents des partis politiques prennent le temps de pouvoir dire on souffre, on est battu, il y a des problèmes de droits de l'homme, il y a des problèmes comme... Ils sont où? Ils sont les premiers, et suivant les intérêts et les agendas qui leur sont propres, à dire on veut faire ça, on sanctionne celui-là. Moi, je pense que, pour moi, il n'y a pas de débat. L'Union africaine, même si je dis qu'ils sont juges... Vous n'avez pas peur de sanctions? Pardon. Vous n'avez pas peur de sanctions de l'Union africaine? D'abord, je ne suis pas un exécutif, je vous donne mon point de vue. Oui. Quand vous dites vous... Mais vous êtes là, vous allez trop fort. À ce dialogue oui, en tant que vice-président des partis politico-militaires et porte-parole en plus, mais je vous dis simplement, et un participant à ce dialogue et le fils de ce pays. Tous ces éléments réunis et que l'Union africaine je vous le dis encore, ça ne vous fait pas peur? Le vous n'est pas à sa place parce que je ne suis pas un exécutif. Ceci étant dit, la question peut être posée à l'exécutif, si cela fait peur ou pas. Mais moi, si vous me demandez mon avis, ça ne me fait pas peur parce que je me dis que toute décision légitime ne peut sortir que de ce dialogue qui est l'expression du peuple. Ni plus ni moins.
toute autre entité qui viendra dire non, messieurs, vous n'êtes pas ceci pour moi, il sort de l'aspiration totale du peuple et je ne peux pas être Mais M. Assire Kalata, on a vu pendant l'accord de Doha, les politico-militaires exigeaient l'inéligibilité des membres de la transition. Est-ce que vous avez laissé ça à côté? Non, non. L'accord de Doha, nous avons dit éligibilité et non-éligibilité. On a posé le problème, on nous a dit très bien, on va le discuter au dialogue national inclusif et souverain, parce que vous, politico-militaires, vous ne faites pas l'ensemble du peuple tchadien. Il y a des partis politiques à l'intérieur, il y a la société civile, il y a les droits de l'homme. Donc, vous ne composez pas aujourd'hui tout le Tchad. Vous allez discuter avec vos autres frères là-bas et ce qui en sortira des résolutions de ces dialogues. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut rappeler que quand il y a eu les changements anticonstitutionnels, les gens ont couru pour avoir, si vous voulez, l'adoubement ou la caution de cette communauté internationale, que ce soit l'Union africaine et les autres partenaires. On ne peut pas revenir aujourd'hui pour me dire que nous n'avons pas besoin, que c'est la décision du peuple. Moi, je pense qu'il y a eu un engagement national et international qu'il faille respecter. Le communiqué du Conseil de sécurité de l'Union africaine est clair. Le Tchad peut être sujet à des sanctions. Écoutez, nous sommes l'avant-dernier pays au monde en matière d'indice de développement humain, sans sanctions internationales. Imaginez qu'est-ce qu'on sera si la communauté internationale impose des sanctions au Tchad. Ce n'est pas l'exécutif qui va en pâtir, c'est tout le peuple tchadien, le Tchadien lambda qui va en pâtir. Et tout cela pour simplement permettre l'éligibilité d'une personne. Je pense que ce n'est pas logique, ce n'est pas responsable. Non. Gardons la tête froide et soyons objectifs. Je suis d'accord avec lui sur une chose, le constat sur le fait que le Tchad soit aujourd'hui dernier en tout. Nous sommes tous conscients de ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Conseil de sécurité? Ceux qui argumentent à travers cela sont dans la position de vouloir faire peur, dans la position de pouvoir faire chanter, dans la position de dire « Ah, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va vous arriver ». Non, non, moi je m'inscris en faux. Je dis simplement, le Tchad est un État souverain qui a ses institutions, bancales ou pas. Ayant constaté tout cela, nous sommes allés vers un dialogue. Nous, politico-militaires, nous avons des positions très figées. On est venu au dialogue. Les partis politiques dites démocratiques, entre guillemets, sont venus au dialogue. J'ai entendu dans la salle, ONG, société civile, autres, sont dans ce dialogue-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Pardon, il n'y a pas mieux... On a compris tout ça, compris tout ça, mais est-ce que c'est l'Union africaine qui a demandé au Tchad de venir s'adhérer ou bien c'est le Tchad qui est parti s'adhérer? Parce que, dis-moi, vous avez un partenaire... Moi d'abord, à un moment, des gens parlent je de la souveraineté. vais vous édifier sur une chose. Non, au début de la transition, on était d'accord avec l'Union africaine. Non. Et aujourd'hui, non, pardon. On avait besoin de la excusez-moi, l'Union africaine... De l'Union africaine et à travers l'Union africaine, toutes les institutions internationales qui ont suivi. Je pense que le changement anticonstitutionnel a été cautionné par cela. Très bien. Donc, j'en venais. Aujourd'hui, ces mêmes institutions internationales, avec à la tête le Conseil, avec à la tête de l'Union africaine, disent que les membres de la transition ne doivent pas se représenter. Ils se basent sur quelque chose, ils se basent sur des textes de l'Union africaine que le Tchad a ratifiés. Ils se basent également sur les engagements du départ, c'est-à-dire des acteurs du changement anticonstitutionnel pour prendre cette décision. Nous avons compris votre position, M. Assire Kalata, mais là il est question de la création du poste de vice-président. Non, vous n'allez pas, excusez-moi, vous n'allez pas... Non. Vous pouvez avoir des choses à dire. Je voudrais vous dire simplement que, où sont ces textes-là? Où sont ces textes-là qu'on n'a pas vus, où le Tchad a ratifié avec l'Union africaine pour dire que demain on ne va pas se présenter? J'aimerais le voir pour adhérer. Non, pardon. C'est pas la même chose que ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Moi, dans le cas d'espèce, je rendrais même l'Union africaine complice. Pourquoi, dès le départ, ils ne nous ont pas dit que c'est un coup d'État et à ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités? Pourquoi venir faire des bisbilles, discuter en sous-main, chacun avec son agenda, et dire maintenant, après, quand
parce que ça saute aux yeux que l'Union africaine aujourd'hui a à sa tête un homme qui a l'ambition de venir se présenter et qui est en pré-campagne. Tout le monde le sait. Sauf qu'on ne veuille pas le dire parce que ça arrange certains politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. L'Union africaine, c'est une institution africaine. Je pense qu'il y a c'est une commission d'ailleurs. Il n'est pas le président de l'Union africaine, il est le président de la commission de l'Union africaine. Et la commission de l'Union africaine, ce n'est pas le président Moussa Faki seul. Et surtout que la décision ne vient pas du président du conseil, de la commission de l'Union africaine, mais du Conseil de sécurité de l'Union africaine. C'est des institutions composées. D'accord. Est-ce que maintenant, il y a une autre question qui divise un peu le Tchadien, c'est la création du poste de vice-président. Oui. Et on doit maintenir aussi la primature. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lourd pour l'exécutif? Non, honnêtement, c'est un système qui n'existe dans aucun pays au monde. Où il y a un vice-président et un premier ministre. Où on a un président avec un vice-président qui sont élus sur le même ticket. Ou soit on a un système bicaméral, on a un président de la République, bicéphale autant pour moi, un président de la République et un premier ministre. Il n'y a que ces deux options. Ou on va pour un président avec un vice-président, ou on va avec un système bicéphale, il y a un président et un vice-président. Le système avec un vice-président et un premier ministre n'existe nulle part. Non, je le rejoins là-dessus sur cette question, parce que je pense que d'abord, ça va alourdir la machine. Ça n'existe dans aucun État de parlement. Pour une fois, on est d'accord sur une chose. Où c'est un président et un vice-président, ou c'est un président et un premier ministre. Dans le cas d'espèce, je pense qu'on a réfléchi par rapport à la situation qui a prévalu, la mort d'Idriss Déby, le flottement qu'il y a eu, etc. Et peut-être ils se sont dit, s'il y a un vice-président, la chose se serait faite facilement. Mais ça reste du domaine des propositions. Un président, un vice-président à choisir, ou un président et un premier ministre à choisir. Mais pas les trois en même temps. Moi qui suis un peu jaloux des finances publiques, c'est créer encore un salaire en plus, et c'est un salaire qui sort de la bouche des autres, de la population qui est précaire. Monsieur le docteur Ahmad Baba, Ahmad, quel est votre dernier mot sur cette dernière phase qui est cruciale? Je pense qu'il faudrait qu'on ait la tête froide. Nous sommes de ceux qui sont venus à ce dialogue sur invitation. Et nous avons promis de participer à ce dialogue de manière sereine, au-delà des calculs politiques et politiciens. Mais j'ai encore bon espoir. J'ai encore bon espoir que les gens reviennent à de bons sentiments.